Davy Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'informer sur les nouveaux programmes offerts par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Je vais aussi m'entretenir avec Gilbert Gosselin du MIFO. Il vient nous informer d'un événement qui s'en vient très bientôt là, avec des conférenciers de renom. Restez avec moi, vous allez apprendre davantage. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Madame Soukeina Boutieb, qui porte plusieurs chapeaux, on le sait, dans la francophonie ici dans la région. Mais cette fois-ci, elle nous parle en tant que directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Et juste pour un petit rappel, Soukeina, on aimerait savoir le mandat de cet organisme-là. Tout à fait. Merci pour l'invitation. Donc, l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, on est un organisme national. Ce que ça veut dire, en tant qu'organisme national, on a plusieurs organismes membres de partout au pays, que ce soit en Ontario, au Yukon ou au Nouveau-Brunswick, des organismes de femmes francophones. Et notre rôle à nous, c'est de défendre le droit des femmes francophones et acadiennes, de faire contribuer et de faire connaître leur rapport dans la communauté. Mais aussi, on a un rôle de renforcer les capacités de nos organisations parce qu'on croit que quand notre réseau est fort, ça fait de nous une organisation forte également. Est-ce que durant la pandémie, on sait qu'on n'aime plus en parler, mais ça revient toujours sur la table. Est-ce que la pandémie vous a permis, vous aussi, de vous renforcer? Mais définitivement, il a renforcé, mais de changer notre façon de faire, d'avoir d'autres visions d'avenir également. La pandémie, je sais on veut plus en parler, mais d'autres disent qu'on est encore en pandémie. Donc, c'est toujours, il y a eu beaucoup d'adaptabilité pour nous et pour nos organisations. De l'innovation, ça a toujours été là, mais aussi de sortir des fois au-delà de notre mandat et de répondre à certains besoins qui sont criants. Que ça soit sur la question de les violences fondées sur les sexes, que ça soit sur la montée du masculinisme qu'on a vu dans notre communauté, que l'accessibilité des services en français pour les femmes, vraiment différents défis où on a dû justement être là à la gué pour appuyer nos organisations, mais aussi les défendre aux besoins. Quels sont les projets que vous avez, sur lesquels vous avez travaillé dernièrement, hormis le projet dont on va en parler plus tard? Excellent. Outre que le projet dont qu'on va en parler, donc différents projets, on a tout un volet sur le renforcement des capacités de nos organisations membres. Donc l'idée aussi d'ailleurs, rester à l'affût parce que l'année prochaine, on va faire sortir un livre qui devrait être j'ai envie de dire le recueil ou la référence pour toutes les organisations de femmes francophones où toutes sortes d'outils vont être là-dedans. Donc c'est un travail qui est le fruit d'une série de formations qu'on a données, ça fait ces 3 dernières années qui sont financées par le ministère Femmes, Égalité de genre. Et toutes ces formations-là qu'on a données, on va le sortir dans un guide qui va être là disponible. Outre que ça, il y a le dossier de l'équité salariale, un dossier sur lequel on travaille le 8 mars. L'équité salariale, c'est souvent un sujet où on a de la misère à croire qu'on a besoin d'en parler au Canada, surtout en 2022, et pourtant, ça l'est encore une réalité. Donc, le 8 mars dernier, plusieurs organisations, on a fait donner des trucs un peu partout au pays. Plusieurs se sont manifestés, sont mobilisés dans les différentes régions, incluant l'Ontario et à Ottawa également. Puis le dernier dossier que je vais vous en parler, c'est un dossier sur le masculinisme et la francophobie. Un dossier qu'est-ce qu'on parle du masculinisme? On parle de tout ce il y a certains hommes qui pensent que, étant donné que les femmes sont plus présentes dans la société, donc ça leur donne moins de chance et que les femmes doivent ne plus être actives dans la société. Malheureusement, c'est une situation qui arrive. Et la francophobie, bien évidemment, c'est que c'est une hostilité vis-à-vis des francophones. Donc, en tant que femme, on vit ces doubles discriminations. Et en septembre prochain, il y aura le premier forum qu'on va discuter sur ce dossier, puis j'aurais hâte d'en vous en parler plus la prochaine fois. J'aime quand vous parlez de vos projets, là, c'est tellement motivant. Ça donne tellement envie même de plonger dedans, mettre la main à la pâte avec vous autres. Et puis, si on repart sur le dossier de l'équité salariale, là, je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé à l'émission, c'était dans ce contexte-là, le 8 mars 2021, je pense. On parlait de ça parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur dans votre organisme.
Tout à fait, ça nous tient à cœur parce qu'on avoue qu'on ne comprend pas pourquoi on a encore besoin de parler de ce dossier. Pourquoi, pour un même salaire, pour un même travail, les femmes sont payées moindrement. Et il y a un impact qui est encore plus concret quand on parle d'une double minorisation, une triple minorisation. Qu'en est-il d'une femme francophone immigrante, une femme francophone noire immigrante? Donc, à chaque fois qu'il y a des triples minorisations et plus, donc l'impact est encore plus grand. Puis l'écart sur l'équité salariale est encore plus grand. Les statistiques en général ont dit que pour chaque $1 qu'un homme a, la femme reçoit 0,82 sous. Donc, il y a quand même, ça paraît peu quand on parle $1, mais c'est quand on parle de 1000, 100 000, 200 000. Les statistiques disent que c'est une maison qu'on peut acheter, qu'une femme pourrait acheter si on aurait eu cette équité salariale. Donc bref, l'impact est vraiment concret, puis on a besoin de changer les choses. C'est une chicotte dans le dos, là. Soukeina, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer de parler des merveilleux projets de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le Château Montebello, un des hôtels les plus prestigieux du Canada, et le lieu historique national du manoir Papineau à Montebello, un lieu d'histoire et de mémoire. Une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, on cuisine une salade de pommes de terre et de la choucroute avec mon invité Philippe Sabourin qui nous fait découvrir l'Allemagne. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les beaux projets de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Avec moi, sa directrice générale, Soukeina Boutieb. Et avant la pause, on parlait des merveilleux projets ou des merveilleuses affaires que vous faites dans le secret, parce que si c'était pas entre nous, là, j'allais pas savoir plein d'affaires. Et il y a un gros projet qu'on veut discuter avec les gens qui nous regardent en ce moment. C'est que Soukeina a présenté un projet devant le Sénat. C'est pas rien quand même, et j'aimerais savoir, c'est quoi l'importance de ce projet-là et en quoi ça va servir aux femmes? Bien, définitivement, ça a été vraiment un privilège de comparaître devant le comité sénatorial aux langues officielles pour présenter un projet qu'on a fait sur les femmes immigrantes. Au fait, ce projet-là est parti d'un postulat. Un postulat que les femmes immigrantes dans nos communautés sont pas assez reconnues. Les services qui leur sont donnés, c'est des services qui n'ont pas cette lentille genre. Ils sont pas adaptés réellement à leurs besoins. On a des beaux services qui sont dans nos communautés pour les immigrants, mais est-ce qu'on a des services spécifiques aux besoins des femmes immigrantes? Donc, cette spécificité-là qu'on a remarquée. Et également aussi, est-ce que les femmes se sentent à part entière dans leur communauté? Est-ce qu'elles sentent que leurs compétences, leur bagage avec elles viennent sont pris en considération, mais aussi reconnus comme quelque chose de positif pour contribuer dans nos communautés? Donc ça a été le postulat qui nous a ramené à faire une étude qui a été financée par IRCC, une étude qui en a sorti avec plusieurs recommandations et plusieurs, au-delà des recommandations aussi, des choses qui en ont sorti, des résultats qui en ont sorti qui peuvent être qu'on s'en doutait et d'autres qu'on s'en doutait moins.
Je peux peut-être mentionner l'un des points qu'on est sorti, c'est la question de la charge mentale. On s'en rend pas compte, mais les femmes immigrantes, quand elles viennent, elles doivent souvent, pour celles qui sont des mamans, ou même quand elles ne sont pas des mamans, elles se sentent toujours obligées de réussir le projet immigratoire de elles en tant qu'individu à part entière, mais aussi il y a cette pression-là de réussir le projet migratoire des enfants, de la famille. Donc, puis ça, on s'en rend pas compte, mais les femmes-là doivent le vivre à tous les jours. Ça en est un point. La question de l'accessibilité des services aussi. Comme tout francophone, avoir l'accessibilité de services en français est toujours un défi, mais ça en est encore plus pour une femme immigrante qui vient d'arriver et qui ne connaît pas encore tous ces services-là ou qui ne connaît pas encore tous ces défis-là qui existent. Un autre point aussi qui en est sorti, c'est ne serait-ce que la question des services qui sont donnés pour les femmes immigrantes. Donc, je parle des services qui sont là donnés par des services d'établissement. Quand je dis que c'est des beaux services, mais souvent, il manque cette lentille genre. Et souvent aussi, les services ne sont pas adaptés aux besoins ou bien à la réalité des femmes immigrantes. Les femmes, quand elles viennent, elles sont très occupées. On ne s'en rend pas compte, là, mais prendre le temps de tous les rendez-vous qu'elles doivent faire, inscrire ici, inscrire ça, comprendre ci, comprendre ça, ça fait beaucoup de choses dans une journée, en plus de prendre soin de leur famille. Donc, tout ça, c'est une réalité et souvent des services qui sont donnés en journée. Et quand il y a en journée, des enfants en bas âge sont avec elle. Donc, elle ne peut pas assister à ce genre de rencontres-là. Elle ne peut pas assister à des cours d'anglais, par exemple. Elle ne peut pas assister à des cours pour l'employabilité. Bref, toutes ces choses qui démontrent qu'on a besoin de changer ou juste améliorer la manière de comment on fait, puis aussi de nous s'adapter aux besoins des femmes immigrantes et non pas le contraire. C'est tellement bien dit là, parce que quand on parle de charge mentale, je pense que j'ai participé à un atelier qui parlait en général des parents, mais ça, les parents, on parle aussi des femmes incluant ça. Et le monsieur, il disait comme ça que oui, il y a la charge mentale parce que, comme tu viens de le dire, Soukeina, là, oui, on leur demande beaucoup de choses en même temps. Oui, il y a l'intégration pour elles-mêmes, pour leurs enfants, comme par exemple un immigrant, il ne sait pas que c'est essentiel pour lui d'aller aux rencontres avec les professeurs de son élève, de son enfant, parce qu'il va se dire, oh non, j'ai pas le temps pour faire ça, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à penser en même temps. Et ces personnes-là, souvent, deviennent isolées parce qu'elles se disent, OK, personne ne peut comprendre ce que je vis en ce moment, alors que c'est faux. Tout à fait, tout à fait. C'est là où ça rappelle le poids que c'est donné que ces femmes-là ressentent. Comme je dis encore, là, on est en train de parler de toute la famille. Qu'en est-il de elle réussir son projet d'immigration en tant qu'individu? Donc, bref, c'est des choses qui en est sorties dans cette étude qui sont choquantes et moins choquantes qu'on peut soupçonner que ça existe. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a cette étude-là, maintenant qu'on a ces résultats qui en est sortis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a aussi une série de recommandations aussi qui en est sortie dans cette étude et qui a été présentée aussi au comité sénatorial. Parmi eux, c'est des recommandations qui étaient directement adressées le ministère d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, entre autres, avoir une lentille genre. Aussi, quand on met en avant des politiques publiques, des projets, et quand dès le début, donc quand ça vient du en haut, du ministère dans le fond, et il n'y a pas déjà cette lentille genre, cette analyse-là qui a été pris en compte dès le début, le découlement de ces projets risque d'être moindre par la suite. Donc, d'abord, IRCC doit avoir cette lentille genre, puis juste entre parenthèses, ce que je dis là-dessus, c'est pour les personnes qui sont intéressées, on parle d'une lentille qui s'appelle l'analyse comparative des sexes plus. C'est quelque chose que le Canada a signé en 1995 et que techniquement, dans tous les politiques publiques, on doit avoir cette analyse-là avant de mettre en place une politique publique ou un projet. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire aussi à ce niveau-là. Donc, des recommandations qui ont aussi été bien accueillies par IRCC, c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié. Puis, des recommandations aussi de ce que nous, on a appelé l'écosystème de l'immigration francophone. Qu'est-ce qu'on voulait dire par l'écosystème de l'immigration francophone? Ça inclut les réseaux d'immigration, les services d'établissement, les organismes qui sont de près, qui travaillent avec les immigrants. Bref, on a un grand écosystème qui font d'excellentes choses dans la communauté, mais on a juste besoin d'améliorer un petit peu les choses, puis c'est un petit peu ça l'objectif de ces recommandations. Donc, maintenant, il y a une prochaine étape là-dessus.
Puis je serais contente d'en parler aussi. C'est un très beau travail. La prochaine étape, je pense qu'on va garder ça pour la prochaine fois parce que c'est difficile de mettre la main sur Soukaina. On va garder ça pour une prochaine fois. Mais on aimerait ça présenter un autre beau projet qui est déjà fin prêt et qui est disponible depuis le 25 mars. En fait, c'est un ouvrage que vous avez lancé pour valoriser des femmes de différentes provinces. Je trouve que le projet, il est extraordinaire. Merci beaucoup. Puis vous l'avez si bien dit, au fait, c'est qu'on est parti également par ce postulat où les parcours migratoires, ils sont uniques. Donc, il n'y a pas une seule façon de venir au Canada à ce qu'on peut le penser. Tout parcours migratoire est unique. On peut venir du même pays, mais la manière de comment on est venu au Canada est complètement différente. Puis il y a des trajets qui sont différents, il y a la vie que chacune vit, puis c'est des histoires qui sont dans nos communautés, puis on n'en entend pas parler. Donc, on a décidé de faire un recueil qui relate un peu différents parcours migratoires. Donc, on a fait un lancement aux femmes qui sont intéressées. On l'a fait pour le Yukon, la Colombie-Britannique et l'Alberta. Et on a accompagné différentes femmes à des ateliers d'écriture qu'on a fait. On a fait un partenariat avec la Terre d'Isson d'accueil, des ateliers d'écriture, puis par la suite, les amener à justement écrire, puis on nous a fait un lancement. Ce projet financé par Patrimoine canadien, l'idée, c'est qu'on veut continuer ce voyage-là pan-canadien. Donc, on espère que la phase 2 du projet, il y aura l'Ontario dans cette phase-là, donc dans cette année. Donc, on attend juste l'approbation du financement pour la suite. J'étais un peu jalouse. Je dis, mais attends, mais Soukaina vient de chez nous, mais qu'est-ce qui se passe avec nous autres, là? Et puis, les femmes, là, ce que j'ai aimé avec le recueil, les gens peuvent avoir accès à ça directement sur le site web. Le titre, c'est « Autour d'elles, récits de femmes ». Et ce que j'adore, c'est qu'on voit des femmes, oui, on lit leur histoire, mais il y a des photos d'elles en train de faire des activités, il y a des photos d'elles souriantes. Et puis je me dis, c'est tellement valorisant pour elles-mêmes de se voir, de revoir leur parcours au travers d'un ouvrage. Tout à fait. Puis honnêtement, les histoires, puis même je suis en train de penser au lancement qu'on a fait, ça a été un lancement riche d'émotions. Puis quand je dis d'émotions, on est parti des rires aux pleurs. Puis ça démontre un peu les difficultés aussi de certaines femmes. Il y en a qui sont toujours en attente. Par exemple, c'est des femmes réfugiées qui sont encore en attente d'en savoir si elles sont acceptées ou non au Canada. D'autres, au fait, qui ont décidé de venir au Canada pour des raisons écologiques. Parce que dans leur pays, ils sentaient que l'écologie était moins forte. Donc là, ils décidaient de venir au Canada. D'autres, elles sont des étudiantes, l'intérêt vis-à-vis du français. Vraiment, ce qui a poussé ces femmes-là à venir, c'est différent pour chacune, mais c'est toujours drôle. C'est vraiment avec beaucoup d'humour aussi qu'elles nous ont partagé leur histoire de chacune, qu'est-ce qu'elle vit. Puis, en tout cas, je vous invite vraiment à lire, là, si vous allez avoir beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, je pense que pour les gens qui ne sont pas très à l'aise avec la lecture virtuelle, vous êtes en train de préparer l'ouvrage en format papier. Il sera disponible quand? En fait, l'ouvrage est déjà disponible, donc il est déjà distribué. S'il y en a quelques-uns qui voudraient l'avoir, définitivement nous contacter, ça nous fera un grand plaisir de vous l'envoyer. Merci beaucoup, Soukaina. Et puis, comme je l'ai dit, pour les prochaines étapes du projet que vous avez présenté devant le Sénat, nous, on est disponible là pour parler des prochaines étapes quand vous voulez. Merci et bonne journée. Merci pour l'invitation. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre l'actualité de l'Alliance des femmes francophones canadiennes, si vous voulez avoir aussi accès au projet Autour d'elles, récits de femmes que vous voyez en ce moment à l'écran, www.affc.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec Gilbert Gosselin de l'environnement. Il nous parle d'un événement qui s'en vient au MIFO. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je veux simplement te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu.
ton cœur, si fragile ce cœur. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme vous le savez, l'environnement, je pense, c'est une question qui est au cœur de beaucoup de débats en ce moment. Et cette fois-ci, je parle avec Gilbert Gosselin du MIFO qui vient nous parler d'un événement, un super bel événement qui s'en vient bientôt dans le mois de mai. Et c'est le Carrefour du MIFO. En fait, c'est un projet qui est nouveau, mais pas si nouveau que ça. Bien, dans le sens que le Carrefour, c'est notre premier qu'on fait, mais ça, le Carrefour, ça remplace ce que les gens connaissent comme le Salon des retraités. À chaque année, on organisait un salon et puis on avait un thème différent. Et puis, cette année, quoi d'autre de plus important que l'environnement. Alors, et comme vous savez, la pandémie nous a un peu forcé à faire les choses un peu différemment. Alors, au lieu d'avoir un salon, comme d'habitude, avec plein de kiosques où est-ce que les gens peuvent circuler et puis visiter les kiosques, on a opté pour on a décidé de l'appeler le Carrefour pour montrer que c'est différent. Et puis, un Carrefour, comme on le sait, c'est un lieu de rencontre et tout ça. Et puis, à ce lieu de rencontre-là, on va présenter plusieurs conférenciers qui vont nous parler justement de l'environnement. Alors, ça sera un événement en présentiel juste pour... Oui, OK. Oui, strictement en présentiel. Et puis, en tout cas, tantôt, on va passer à travers les conférenciers. On est vraiment choyés d'avoir on a invité plusieurs conférenciers de marque qui sont des très, très bons spécialistes en environnement. Et puis, on était tellement chanceux, ils ont tous accepté. Alors, on espère que nos membres et puis la population en général vont répondre et puis qu'ils vont venir en grand nombre de bénéficier de ça. J'espère aussi parce que je pense que ces conférenciers-là, ils ont soif même d'informer le public. On est mal informé sur les vraies questions écologiques, je pense. Justement. Ouais. Et puis, je pense que les gens là seront très intéressés à voir la belle brochette de conférenciers que vous avez. Et puis, on a une surprise à leur partager à la fin de l'entrevue. On ne le dira pas maintenant. Donc, la première conférence, c'est les enjeux de l'environnement sur l'Outaouais, présentée par Benoît Delage. Oui, alors Benoît Delage, il est quand même assez spécialiste dans la matière et il est directeur général au CREDO. Et puis je vais expliquer c'est quoi le CREDO, c'est le Conseil régional de l'environnement et le développement durable de l'Outaouais. Alors ce qu'il va faire, Benoît, c'est qu'il va nous parler de l'environnement et puis les enjeux que ça a, surtout sur l'Outaouais. Alors toute sa discussion va parler comme de raison sur l'environnement et puis tous les changements climatiques et tout ça, mais quel impact que ça a sur l'Outaouais et puis comment lui, premièrement, travaille avec son équipe pour remédier à la situation et puis nous, comme citoyens de l'Outaouais, comment on peut aider à ce niveau-là. Alors, on est bien content de l'avoir, M. Delage. Je pense que les gens seront très contents aussi. C'est des belles conférences de, je pense, un bon 50-55 minutes pour partager de bonnes informations avec votre public. Deuxième conférence, Action de la Ville d'Ottawa face à l'environnement avec Mike Fletcher. Et puis lui, c'est quelqu'un de la Ville d'Ottawa qui vient vous parler. Oui, justement. Fait que tantôt, on parlait de la région de l'Outaouais, mais là, on va être plus spécifique à la ville d'Ottawa. Alors, ça va être encore plus réel, là, ce qui va être dit pour nos participants qui demeurent à Ottawa. Alors, Mike Fletcher, lui, c'est un gestionnaire de la ville d'Ottawa et puis il a rejoint l'équipe de la planification de l'immobilier, le développement économique en avril 2019, justement pour parler, mais pour travailler sur le plan stratégique de la Ville d'Ottawa en environnement. Alors, il va venir nous expliquer ce que la Ville a décidé de faire par rapport à ça, parce que peut-être que je vous apprends quelque chose, mais en 2019, la Ville d'Ottawa a déclaré l'état d'urgence au niveau climatique. Alors, c'est important qu'on fasse quelque chose. Et puis, il va venir nous parler des mesures, justement, de ce que la Ville entend faire dans les prochaines années, parce que les autres, leur but, c'est de complètement réduire les effets de gaz à effet de serre d'ici 2050. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Puis, je pense que chacun, comme citoyen, on peut faire notre part. Puis, c'est ça que
M. Fletcher va venir nous dire. Très d'accord avec toi. On va parler de la troisième conférence avant la pause. Et la troisième conférence, c'est l'importance d'agir rapidement face au changement climatique avec M. Raymond Lery. Oui, M. Lery, il fait ça strictement à titre bénévole. C'est un grand passionné de l'environnement. Et puis, M. Lery est président du Conseil des véhicules électriques d'Ottawa. Alors, il est très, très, très intéressé par l'environnement et puis comment on peut remédier à la situation. Alors, une des solutions pour lui, comme de raison, c'est les voitures électriques. Il va venir nous parler en matinée sur les impacts des changements climatiques dans la région, mais pas juste dans la région, dans le monde entier. Et puis, l'après-midi, il va revenir avec une autre conférence pour parler plus spécifiquement des voitures électriques. Écoute, Gilbert, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer de parler des conférences, mais aussi de la surprise qui vous sera présentée cette journée-là. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que le cycle va chanter? Dans combien de murs de suite on va se planter? C'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires. De tour. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment pas. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours d'un événement qui s'en vient le 19 mai au MIFO, un événement auquel vous devez participer et le thème c'est l'environnement au cœur des préoccupations. Avec 6 grands conférenciers, on a présenté les 3 premiers. On passe maintenant au 4e qui va nous présenter une conférence sous le thème « Développer nos infrastructures naturelles pour lutter contre les changements climatiques » et c'est M. Jérôme Duprat qui va s'en occuper. C'est qui ce monsieur-là? Oh, bien, Jérôme Duprat, là, vraiment, là, on a comme un peu le pogné le jackpot avec lui parce qu'il est très, très, très occupé. D'ailleurs, il y en a des gens qui vont peut-être le connaître comme membre du groupe musical des Cowboys Fringants. C'est lui qui est le bassiste des Cowboys Fringants. Et puis, lui, c'est un grand passionné dans l'environnement. Alors, son travail, justement, il travaille, il est au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais. Et puis, il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. Il fallait que je le lise parce que c'est un peu long comme titre. Alors, c'est un grand biologiste, c'est un grand environnementaliste. Et puis, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait justement des études par rapport à comment on peut utiliser nos infrastructures naturelles pour remédier à la situation. Alors, il y a peut-être des gens qui ne savent pas c'est quoi les infrastructures naturelles. Même moi, je ne le savais pas avant qu'on commence à parler du Carrefour. Et puis, les infrastructures naturelles, ça comprend tous les milieux naturels comme les parcs, les boisés, les milieux humides, tout ce qui est naturel. Alors, comment on peut développer ça pour
remédier à la situation des changements climatiques et tout ça. Alors, il va nous montrer les façons qui sont utilisées pour développer ces infrastructures-là. Alors, on est bien, bien, bien content d'avoir Jérôme Duprat avec nous parce que ça donne bien parce qu'en soirée, je vais faire une petite publicité pour lui en même temps. En soirée, il est en spectacle à Gatineau avec les Cowboys fringants. Alors, ça donnait exactement la meilleure journée pour qu'il puisse nous faire une belle conférence. Vous avez vraiment pogné le jackpot. Ça c'est vrai, là, je suis confirmée. Oui. La quatrième plutôt conférence qu'on doit discuter maintenant, c'est où sont passées les hirondelles d'antan avec Christian Detellier. Oui, tout d'abord, je vais vous expliquer qui est Christian. Christian, il est titulaire d'un doctorat en sciences chimiques de l'Université de Liège, en Belgique, mais il a passé la majorité de sa carrière comme professeur et chercheur à l'Université d'Ottawa. Alors, il connaît bien notre situation ici et la situation mondiale. Alors, je vais te poser une question, Claude Andrea. Savais-tu qu'on voit presque plus d'hirondelles? Non, du tout. T'as-tu déjà posé la question pourquoi qu'on voit plus d'hirondelles? Non, pas vraiment, c'est vrai. Non, pas mais vraiment. les hirondelles, c'est un oiseau tellement beau, tellement un bel oiseau. Et puis, il semblerait que durant les 40 dernières années, 98% de la population des hirondelles ont disparu. Alors, c'est pour ça qu'il a nommé sa conférence « Où sont passées les hirondelles d'antan ?» Et puis ça, c'est tout par rapport avec l'environnement. C'est certain qu'il y a bien des causes, mais une des causes principales, c'est que les hirondelles se nourrissent d'insectes. Et puis, avec tous les pesticides qu'on utilise maintenant, ça fait que les hirondelles ont pratiquement disparu. Alors, il va venir nous parler de ça. C'est quand même assez intéressant comme sujet. C'est beaucoup, 98%. Là, je me dis, wow. Oui. Moi, j'en revenais pas. J'ai dit, c'est vrai qu'on envoyait des hirondelles parfois déjà, quand j'étais jeune, là, mais on n'a presque plus. En tout cas, la dernière des conférences, c'est les mythes et les réalités des véhicules électriques avec, encore une fois, M. Raymond Lery. Et je suis sûre qu'après avoir parlé de la conférence, on pourra parler de la surprise parce que ça va de pair. Oui, justement. Ben là, justement, lui, comme je disais, il est président de l'Association des véhicules électriques à Ottawa. Alors, il va venir nous parler strictement des véhicules électriques comme le futur, comme le moyen de transport futur. Et puis, les gens vont avoir la chance d'essayer des véhicules électriques sur place. Alors, on aura quelques des collègues à M. Lery qui seront sur place. Les gens pourront, durant la journée, pouvoir essayer. S'il y a une telle conférence que les gens, ça ne les intéresse pas, ils pourront aller à l'extérieur et puis essayer un véhicule électrique. Ou, s'ils veulent attendre, tout de suite après la fin du carrefour, M. Lery et ses collègues vont rester pour quelque temps pour nous permettre d'essayer des véhicules électriques. Et tout ça gratuitement. Alors, ça va être vraiment intéressant. C'est pour ça que je dis que c'est une surprise, parce qu'il y en a qui sont encore un peu sceptiques par rapport aux voitures électriques, mais c'est un bon moment là, de pouvoir la toucher, la voir et puis comprendre comment elle fonctionne. Justement, oui. Alors, comme je disais tantôt, là, on espère tellement que la population va répondre parce que c'est une conférence, là, je ne sais même pas si on va être capable de faire quelque chose de mieux dans les années futures parce qu'on a des conférenciers vraiment hors pair là, qui connaissent vraiment, vraiment le sujet. Bravo, MIFO, pour cette belle initiative. Alors, pour les billets, il faut les prendre, je pense, dès maintenant parce que vos billets, là, habituellement, ils partent très vite. Oui, et puis je vais vous dire qu'il y a deux prix. On peut payer 15 $ pour avoir accès à toute la journée de conférence. Et en plus, ça va inclure un dîner. Et puis, le dîner qu'on prévoit, c'est des boîtes de repas de Saint-Hubert. Alors, c'est quand même bien. Et puis, si ça ne vous tente pas de dîner avec nous, mais que vous voulez participer à certaines des conférences ou à toutes les conférences, le passeport pour les conférences au complet, il coûte 10 $. Alors, c'est quand même pas cher là, pour avoir accès à tant de conférences intéressantes. Merci beaucoup, Gilbert. Je vous souhaite bonne chance pour la préparation de tout ça là jusqu'au 19 mai. Puis on va inviter les gens à visiter le site web pour prendre des billets.
Oui. Ben, merci à vous de nous donner la chance de l'annoncer. Avec plaisir. Pour vos autres à la bonne maison, www.mifo.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez participer à cet événement intitulé L'environnement au cœur de nos préoccupations. Et quand on parle d'environnement, là, vous savez que le Centre des écoles catholiques du Centre-Est ne se met pas en marge de ce mouvement-là, parce que juste après la pause, là, je vais discuter avec un représentant. Il nous parlera des classes nature. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un soir de un soir de souvenir où le bitume reprend la nuit, une rengaine s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang. Y'a mes potes du coin qui vident leur chagrin au gré de quelques bières en citant du Molière. Et moi je me fais mon cinéma, j'improvise, j'aime. Un soir d'écume, quel massacre. Une soir de trêve, dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est elle qui s'agite dans mon. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant, ou je devrais dire on découvre ensemble ce que c'est que les classes nature. C'est un programme offert au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et pour en parler, M. Guy Dubois, surintendant de l'éducation. Ça fait très longtemps que lui et moi on s'est parlé à l'émission et je suis contente d'apprendre une belle nouvelle. Alors le format ou le concept des classes nature, ça vient d'où et comment ça fonctionne? Merci de nous inviter. Plaisir de vous revoir également. La classe nature, c'est un concept qui existe depuis quelque temps, mais surtout en Europe. Puis, on a voulu l'adapter à notre réalité ici au Canada. On a conçu une façon de mettre sur pied ce concept-là au Centre-Est depuis l'an dernier. Surtout, dans un premier temps, en raison de, le fait que la COVID et toute la pandémie faisaient en sorte que plusieurs élèves ou enfants restaient à la maison, donc n'avaient pas nécessairement la chance de collaborer ou d'interagir. Puis on s'est dit que de quelle façon on peut mieux répondre aux besoins des familles, puis des parents, puis ces élèves-là, pour les amener dans une situation d'apprentissage riche et authentique. Puis on s'est tourné vers des gens d'expertise, avec l'expertise. Puis c'est un projet qui est né l'an passé puis qui a pris de l'ampleur cette année. Comme on expliquait, on a une vingtaine de classes cette année partout sur le territoire du Centre-Est qui exploitent cette formation-là à toutes les semaines avec les petits. Puis c'est une belle façon d'amener les jeunes à découvrir dans un milieu authentique, puis de développer puis toutes leurs compétences et leurs habiletés. C'est tellement, moi selon moi, c'est un format gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que tantôt, je parlais avec quelqu'un du MIFO qui organise un événement autour de l'environnement. Il faut essayer de sensibiliser, je vais dire, les jeunes ou bien les jeunes enfants aussi assez tôt à tout ce qui est important à la nature, comment il faut en prendre soin et tout ça. Je pense que le format des classes nature est bienvenu dans ce sens-là. Effectivement. L'avantage des classes nature, c'est en fait que l'élève apprend par enquête. Donc, il développe, oui, l'écoute, il développe aussi la prise de parole, mais il développe des habiletés de résolution de problèmes aussi, parce qu'il est dans un milieu très stimulant. Puis, comme vous le dites, vous avez tout à fait raison. Tout le côté
du citoyen éco-citoyen ou l'environnement puis le respect. C'est un grand avantage par rapport à la façon qu'on enseigne dans un milieu où l'élève découvre, mais il est un peu dirigé là, par le personnel dans ses découvertes. Donc, c'est découvrir, mais avec des intentions pédagogiques. Et je suis très sûre qu'ils sont mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il reste juste à regarder le professeur, mais dehors, je peux toucher, je peux faire mes propres expériences, je peux mettre la main dans le sable et tout. Et puis bon, je pense que c'est assez amusant et puis ludique pour eux aussi. Alors, si on parlait des parents, comment ils ont accepté ce nouveau format-là? Donc, dans les écoles, on a une vingtaine d'écoles qui mettent sur pied cette année la classe nature à quelques moments par semaine. Donc, c'est pas tous les jours nécessairement. Puis, la rétroaction jusqu'à date est très, très, très positive. Même que la semaine dernière ou la semaine d'avant, on accueillait les familles, les enfants au parc Andrew Fleck, au parc, Wesley Clover, dans l'ouest de la ville, où est-ce que c'est tout un centre qui est axé vers la classe nature. Puis c'est à ce moment-là que tu vois les parents, là, les yeux allumés, puis de voir que leur petit est en train de grimper un arbre, de découvrir comment manipuler des outils, comment construire une cabane avec des branches. Donc, je pense que c'est à ce moment-là, en tant que parent, que tu vois les bienfaits puis l'avantage de cette programmation-là. Moi, je me dis, vous êtes tellement bon au CECE là, à créer des liens, parce que le fait d'envoyer un parent vivre l'expérience avec son enfant dans la nature et puis voir l'enfant tellement heureux et tout ça, mais ça peut encourager le parent dans les week-ends à emporter son enfant à l'extérieur. Oui. Et vous avez raison dans le sens aussi que ça permet aux familles de comprendre les bienfaits aussi de l'activité physique. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans notre société présentement, où est-ce qu'on a des enfants qui sont moins actifs, puis ils sont moins à l'extérieur. Ça donne le goût aux familles puis aux enfants de retrouver puis de reconnecter avec la nature. Définitivement. Alors, pour une journée typique d'une classe nature, comment ça se passe? Le matin, le jeune arrive en classe, on se prépare. Enfin, comment ça se passe? Bien, il y a toujours le matin le rassemblement, comme qu'on ferait en salle de classe. Okay. Donc, on se rassemble autour dans le petit boisé ou dans le parc ou dans un parc avoisinant. Puis, c'est à ce moment-là où est-ce qu'on va, par exemple, faire la routine de la journée, donc les annonces. As-tu une nouvelle à nous annoncer? C'est la fête à qui aujourd'hui? Puis, un peu comme tu ferais en salle de classe, mais dans un contexte naturel. Puis ensuite, bien, il y a toute la question là, des activités qui promouvoient le chant, donc l'apprentissage de la langue, l'exploration, l'observation de la flore, la faune, les arts, les projets artistiques qu'on puisse faire à l'extérieur sont très variés. Puis, un autre avantage, c'est mon collègue Pierre Ouellette qui l'expliquait la semaine dernière, c'est que l'enfant, s'il retourne à différents moments au même espace dans le temps de l'année, il voit aussi les changements dans la nature. Donc, de l'hiver au printemps, tous les bourgeons, le réveil printanier, c'est vraiment riche comme moment d'apprentissage. On apprend le vocabulaire, on apprend des concepts mathématiques aussi. Donc, quelle belle façon d'engager les élèves dans un apprentissage authentique par la découverte. J'imagine même l'excitation des jeunes parce qu'on se dit, OK, dans toute cette semaine-là, du lundi au vendredi, j'ai peut-être deux journées où je vais en classe nature. Mais tout de suite, là, tu as envie d'aller à l'école, tu n'as pas envie de rester à la maison ou même de coller malade. Exact, oui, sûrement. Puis, ça développe aussi l'autorégulation, ce qui est très important, surtout post-pandémie. On a des enfants qui ont très peu collaboré ou socialisé depuis quelques années. Puis c'est des enfants d'âge préscolaire, scolaire qui nous arrivent. Puis ça, le type d'enseignement en nature nous permet de développer ces habiletés-là où est-ce que je suis obligé de socialiser, de m'auto-gérer, de partager. C'est pas facile pour certains petits. Donc ça, en nature, on apprend le respect de l'autre, on apprend des habiletés de la vie courante. Tout va avec des valeurs, avec vous autres là. Et puis, dernière question qui, je pense, pourrait intéresser les futurs professeurs. Est-ce qu'il faut une accréditation spéciale ou une formation spéciale pour enseigner dans la nature?
Effectivement, parce que du côté apprentissage, puis les liens avec le développement de l'enfant, puis le développement académique, faut comprendre que on s'en va pas simplement jouer en nature, on s'en va apprendre en nature. Ah. Donc, les praticiens, les praticiennes développent apprennent à faire des liens entre des connaissances puis des habiletés et l'environnement, comment l'environnement se prête à développer ce genre d'habiletés-là. Okay. De deux, évidemment, en nature, faut comprendre aussi qu'il y a des risques. Donc, comment on fait pour inspecter les lieux avant qu'on arrive le matin, avant que les petits arrivent? Quels sont les dangers? Quels sont les protocoles en place en cas de blessure ou autre? Donc, ça fait partie de la formation, de l'accréditation qu'on reçoit aussi de l'Alliance canadienne pour l'enfance et la nature. C'est une accréditation canadienne, mais elle est reconnue mondialement. Puis, tu sais, ça prouve juste à quel point que notre personnel qui s'embarque là-dedans doivent s'engager puis suivre une formation très rigoureuse pendant 12 mois. 12 mois. Donc, c'est pas du n'importe quoi, puis c'est vraiment là, centré sur comment amener l'élève à se développer du mieux qu'il puisse là, dans un contexte riche. Merci beaucoup pour ces informations, M. Dubois. On va inviter les parents à aller s'affairer sur le site web là, pour voir comment ça fonctionne et pourquoi pas inscrire leurs petits. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès aux classes nature, c'est-à-dire c'est un nouveau format d'apprentissage offert par les conseils des écoles catholiques du Centre-Est, www.écolecatholique.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez plus d'informations. On reste toujours avec un autre représentant du CSECE et vous allez le reconnaître, c'est M. Jason Dupuis. Et quand il est là, il y a toujours des nouveautés. Alors, Jason, aujourd'hui, on parle de quelles nouveautés? Et bonjour et merci encore de l'accueil. Donc aujourd'hui, on est ici vous parler d'un nouveau programme qui s'ajoute à l'école secondaire catholique Garneau dans le cadre de notre programme sport-études. Et c'est un partenariat avec une école de danse locale à Orléans qui fait partie de la communauté depuis une trentaine d'années, soit l'école de danse Louise. Donc, on est très fiers de lancer l'an prochain un partenariat avec l'école de danse Louise. Donc, les élèves vont pouvoir bénéficier d'un service de navette et d'un horaire équilibré qui leur permet de quitter l'école un peu plus tôt pour aller commencer le programme de danse en soirée. Alors, pourquoi vous êtes tourné vers la danse? Est-ce que c'était une demande particulière des élèves? Ça fait quelques années qu'on a des discussions avec l'école de danse. Nous, on la connaît très bien. On sait que certains de nos athlètes participent déjà dans leur programme en soirée ou parascolaire et les fins de semaine. Donc, ça a été pour nous un mariage facile d'approcher cette école pour travailler ensemble, pour mettre en place un partenariat. On a des partenariats semblables ailleurs avec, par exemple, les CITEL. Donc, c'est quelque chose qui continue dans cette lignée-là et qui s'intègre très bien à la philosophie de l'école secondaire catholique Garneau, qui est maintenant aussi une école spécialisée au niveau des sports. Alors maintenant que fait ce partenariat, je ne sais pas s'il est déjà entamé ou pas, mais comment les élèves ont réagi? Comment ils réagissent à ce nouveau partenariat-là? Bien, il n'est pas encore lancé, donc il est prévu d'être en place pour la rentrée scolaire 22-23. Donc ce soir, on a justement nos portes ouvertes, donc on sait qu'il y a d'intérêt. Donc on a hâte de rencontrer les parents et les élèves ce soir pour leur expliquer un peu comment ça va se dérouler, le processus d'inscription, les différents programmes qui sont offerts aussi avec l'école de danse Louise. On dit sport, mais c'est aussi vraiment une discipline artistique. Donc on est très, très content de pouvoir offrir à ces élèves-là justement un horaire qui leur permet de quitter plus tôt. Puis ça fait en sorte que les parents aussi ont davantage de temps en soirée là, avec leur famille, leurs enfants, pour se concentrer sur d'autres choses comme les devoirs ou d'autres activités ou du temps de qualité en famille. Et puis c'est ça qui me plaît avec vous autres, je l'ai dit un peu avec M. Dubois dans un autre contexte, mais vous trouvez toujours le moyen de piquer l'intérêt des jeunes parce qu'on sait que rester en classe toute une journée, oui, faire des cours, c'est important, mais souvent on a juste envie de profiter d'autres choses et vous ramener ce que les jeunes cherchent à l'extérieur, mais dans vos classes ou dans vos programmes. Tout à fait. Puis le ministère de l'Éducation encourage les conseils et les écoles de trouver des partenariats, puis trouver des moyens justement d'actualiser l'apprentissage de l'expérience
de l'élève par des expériences concrètes. Donc, c'est ce qu'on fait ici avec ce programme. Donc, les élèves, ils ont leur cours académique durant la journée. On répond aux exigences au niveau du curriculum. Puis, en 9-12, l'avantage qu'on a en 9-12, c'est que les élèves qui complètent des heures avec un partenaire comme celui-ci, École de danse Louise, il est possible pour nous de leur octroyer des crédits en prévision de leur diplôme du secondaire. Donc, imaginez-vous, on pose la question, à quoi ressemble ta salle de classe? Et pour certains élèves, ça ressemble à un studio de danse. Et je trouve que c'est extraordinaire. Les gens pourront aller voir un peu sur le site web. Là. Je regardais la liste des professeurs et je me suis rendu compte que la plupart d'entre elles étaient vraiment des jeunes dames. Et je me dis que c'est la relève qui est en train de se préparer tout doucement. Tout à fait, puis on est très fiers de collaborer avec eux. Puis ce sont des jeunes femmes, certaines anciennes de notre système aussi, les anciennes de l'École Garneau, qui sont des leaders en communauté, justement, pour nos jeunes filles et garçons là, qui font partie de ces programmes-là. Donc, ce sont des beaux modèles. Et puis, on est content de collaborer avec eux. Puis, je tiens à remercier la propriétaire Mélanie Bélair, qui est responsable de ce programme puis qui veut que ça fonctionne bien. Donc, merci beaucoup pour la belle collaboration qui s'entame entre nos deux institutions. Alors, si j'ai bien compris, Jason, ce programme-là, il sera offert à partir de la rentrée prochaine au 9 à 12, c'est ça? Au 7-12, donc okay. Donc c'est ça. Donc au 7-12, mais en 9-12, il y a la composante crédit qui est différente, mais essentiellement, c'est pour la rentrée scolaire. Donc, on est en pleine promotion, campagne de promotion. Donc, comme j'ai mentionné, la soirée porte ouverte, puis on va lancer officiellement les inscriptions. Puis, je tiens à annoncer un peu de façon comme une annonce que je fais, mais on évalue aussi la possibilité en une primeur. Bien, on l'a dit à la conférence de presse lors du lancement, mais on envisage aussi mettre en place un programme similaire pour une école élémentaire, soit Saint-Joseph d'Orléans. Donc, on est en train de finaliser les détails autour de ceci, à quoi ça pourrait ressembler. Donc, il y aura une autre soirée porte ouverte. Donc, imaginez-vous, un enfant de 3e, 4e, 5e année pourrait se diriger à un studio de danse pour compléter sa programmation scolaire. Donc, on est très fiers de collaborer avec eux. Donc, ça démontre qu'on cherche toujours à innover au niveau de ce qu'on peut offrir à nos élèves et nos communautés. Donc, ce partenariat-là, je pense il aura deux volets selon moi, parce qu'à partir de la 9e, on sait qu'on peut avoir des crédits. Donc, si elle commence à la 7e, on verra plus le volet récréatif et puis ensuite de ça, compétitif pour celles qui veulent continuer. Ça dépend des niveaux. Il y a déjà des élèves qui font déjà de la danse, donc même en 7-8 ou à l'élémentaire, ce sont des jeunes filles, jeunes garçons qui font de la compétition. Donc, ça va être adapté sur mesure, là. La plupart des programmes, c'est à peu près 10 heures par semaine, mais ils peuvent bonifier aussi là, s'il y a d'autres choses à mettre en place. Il y a aussi des compétitions lors des fins de semaine et tout ça, et ça se fait avec l'école de danse, là. Donc, on est très fiers de collaborer avec eux. Un modèle de francophonie aussi à Orléans. Donc, pour nous, c'est un partenariat très facile à mettre en place. Alors, en parlant un peu de la logistique, comment ça va se passer? Bien, c'est simple comme bonjour, Claude. Je suis content parce que nos élèves, en principe, ils viennent à l'école le jour et une navette est fournie à 13h, 13h15 à tous les jours. Donc, les élèves se rendent au studio de danse. Donc, les parents, ils n'ont pas à faire le taxi de l'école au studio. Donc, les parents en soirée, une fois que l'horaire de l'élève avec l'école de danse, puis ça peut se poursuivre aussi selon le nombre d'heures que l'élève voudra compléter. Le parent s'occupe de l'enfant en fin de journée. Donc, c'est vraiment très bien de ce côté-là parce qu'on facilite justement la logistique pour les parents. Ce que je sais avec vous autres, quand vous avez des programmes, si je peux me permettre de dire, c'est qu'il y a toujours un agenda caché. Vous voulez inculquer certaines valeurs. Alors, dans ce contexte de danse-là, c'est quoi qu'on va inculquer aux personnes qui vont participer, aux élèves? La discipline, je dirais? Tantôt, mon collègue Guy a beaucoup touché à la dimension santé mentale, santé physique, l'esprit, le bien-être. Dans le fond, on veut encourager nos élèves à rester actifs. On sait qu'un corps sain va donner des résultats
positif en salle de classe. Il y a plein d'études qui le démontrent. Donc, c'est important d'avoir les deux, d'avoir un esprit sain puis un corps sain. Donc, c'est vraiment une discipline ici qui permet aux élèves de s'épanouir. Et évidemment, il y a la question de la discipline personnelle que les élèves devront mettre en place. Il y a des efforts, de la danse, c'est du travail, c'est rigoureux. Il y a une dimension de cardio. Donc, on est très content de tout mettre ça en place pour eux. Alors, on parlait qu'il y avait une soirée d'information ce soir. Où est-ce qu'on peut avoir un lien pour participer? C'est gratuit, je sais? Tout à fait, c'est gratuit. Ça se déroule à l'école de danse Louise, donc à 19h. On a envoyé des communications aux gens pour se brancher. C'est en présentiel. On a invité toute notre communauté, donc les gens ont déjà reçu l'invitation. Pour ceux et celles qui ne sont pas inscrits au CECCE, il y a des communications qui ont été faites par l'entremise de nos médias sociaux aussi, là, donc les gens peuvent avoir accès et s'inscrire à la soirée ou s'inscrire sur une liste pour recevoir l'information sur les prochaines étapes quant à l'inscription au programme. Merci beaucoup, Jason. Beaucoup de belles informations aujourd'hui avec vous autres. Et puis, on va inviter les gens à visiter le site Web. Bonne journée. Merci à vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à toute l'information concernant les classes nature ou bien même le partenariat avec l'école de danse Louise que le CECCE a fait dernièrement, www.écolecatholique.ca, c'est le site web à visiter. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Bonjour, ici Jim Watson, maire de la ville d'Ottawa. J'aimerais souhaiter à chacune et chacune qui célébrait le passage époque à Ottawa un chaleureux moment avec leurs amis et leurs proches. Même si nos célébrations continuent d'être limitées, je sais que nous pourrons bientôt célébrer ensemble comme il se doit. Je vous souhaite mes meilleurs voeux en cette période de festivités. Prenez soin de vous. Merci. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, je vous amène en Thaïlande avec Parouji Akara Sewi. Elle va nous parler de la cuisine, de la communication et de sa passion pour les réseaux sociaux. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, à l'émission, j'ai parlé avec Mme Soukeina Boutieb, qui est la directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Et on a parlé de plusieurs sujets sur lesquels cet organisme-là travaille. Et parmi ces sujets-là, l'équité salariale. Il y a plein de beaux sujets, en plus de l'équité salariale, sur lesquels l'Alliance travaille. Pour avoir plus d'informations, www.affc.ca, c'est le site web à visiter. Et je vous invite aussi à surtout aller sur le site web pour avoir accès gratuitement et virtuellement aussi au projet intitulé Autour d'elle, récit de femmes. C'est le récit des femmes de plusieurs femmes immigrantes ici dans la région, un peu partout là, qui est ouvert, qui est disponible. Vous pouvez connaître l'histoire de ces femmes-là et en apprendre davantage sur elles. Encore une fois, www.affc.ca, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et juste pour vous laisser savoir, demain, on aura une émission assez chargée. On va parler avec des invités que sûrement vous allez vouloir écouter. On se voit juste donc demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité.